Vous allez découvrir un documentaire exceptionnel dans cette émission sur ses épopées. Et puis vous allez découvrir également le témoignage de Selim. Selim, c'est le fils unique de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Il a accordé un entretien exclusif à des équipes de TF1 et LCI. Je vous propose d'en découvrir un extrait. J'aimerais que Michel et Monique avouent tout ce qu'ils ont fait, qu'ils donnent au moins les noms, les emplacements, que les familles puissent faire leur deuil, puissent avoir des réponses. Si les proches des victimes arrivent à leur pardonner, je pourrais le faire. Mais comme ce ne sera pas possible, je ne pourrais pas. Voilà pour le témoignage exclusif donc de Selim, le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Vous en découvrirez de plus larges extraits au cours de cette émission. Il faut savoir que Selim a correspondu avec son père en prison par la plume d'un homme qui est mon invité et qui va nous raconter comment ces deux hommes, Fourniret et son fils, ont correspondu pendant quelques mois. Un livre d'ailleurs sort aujourd'hui sur cette histoire. Sur le plateau également de notre émission, le réalisateur de notre documentaire exceptionnel. Il faut dire que cette histoire est hors norme. On est face à un homme qui est totalement manipulateur, extrêmement mystérieux, un violeur, tueur en série. Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes. Voici un extrait de ce documentaire exceptionnel. Les policiers lui mettent la pression. Ils la convoquent sans cesse, parfois pour rien. Ils enchaînent les interrogatoires. Jusqu'au jour où... Fin juin 2004, Monique Olivier craque enfin et révèle un certain nombre d'assassinats commis par son mari. Elle l'accuse de 10 meurtres. Il faut vite confronter Michel Fourniret à ces accusations. On lui fait savoir, c'est la police belge, que son épouse vient de l'accuser, avec énormément de précision, d'une dizaine de crimes. Et là, sans manifester la moindre émotion, il dit très bien, je tiens à féliciter mon épouse pour son courage. Donc il jouait le gentleman, et il commence à raconter, avec une certaine satisfaction, et il se raconte, et il ne faut surtout pas l'interrompre. Il est hyper décontracté, il est comme ça dans un coin du bureau de la police fédérale, il est de loin. Il parle, mais comme il parlerait je sais pas, d'un outil, d'un examen, d'une recette de cuisine. Enfin, c'est quelque chose de très détaché. Monsieur Fourniret parle d'un ton clinique des jeunes filles vierges qu'il a violées et étranglées. C'est assez hallucinant. Bonjour Oli Porri-Santoro. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle donc Le fils de l'ogre, qui est paru aujourd'hui aux éditions Max Milo. Vous allez nous expliquer dans quelques instants dans quelles circonstances vous avez écrit ce livre et ce qu'il y a dedans. Florian Litzer, c'est vous qui avez réalisé ce documentaire, cette enquête qu'on va découvrir donc dans un instant, que vous avez intitulé Toute la vérité. C'est une question avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'un jour on doute de connaître toutes les vérités de Michel Fourniret. Effectivement, alors il a été jugé en 2008. C'était il y a 10 ans. Et pourtant, vous avez bien vu, on l'a ressorti là, mi-septembre de sa prison pour l'emmener faire des fouilles pour des reconstitutions. Parce que, au fond, on n'en sait rien. Est-ce qu'il lui reste des choses à avouer? Mais on le suppute très fortement. Et c'est justement dans le documentaire, on met en avant les éléments qui nous font penser que, oui, il a sûrement encore des secrets. D'autres victimes, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans son agenda en fait. Il y a un trou en fait, par exemple, dans son parcours criminel qui commence en 1987, qui va se terminer en 2003 avec son arrestation. Et dans la période des années 90, vous avez 2 tentatives d'enlèvement et aucun meurtre. Et c'est tout. Ça colle pas. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, que ce soit les avocats, les experts, psychologues, même les journalistes, se disent, ou les spécialistes de tueurs en série, ça ne colle pas. Un tueur en série ne peut pas s'arrêter comme ça. Pendant 10 ans, il y a forcément d'autres victimes. Alors, vous avez réalisé ce documentaire qu'on va découvrir dans 1 minute, qui fait 52 minutes, qui est un long documentaire avec beaucoup de recherches. Vous avez interviewé beaucoup de monde. Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette histoire? Parce que c'est une histoire incroyable, vraiment au sens propre. Je ne parle pas du personnage, qui lui est détestable et pas de fascination à avoir pour les tueurs en série. Mais l'enchaînement des événements est tout bonnement surréaliste. Quand vous lisez même n'importe quel texte qui raconte en gros l'histoire, déjà, vous avez un peu la bouche ouverte. J'ai un des procureurs qu'on a interviewé, me dit texto, alors pas pendant l'interview, mais après, quand on parlait entre nous, il me dit, mais cette histoire, vous la mettez dans une série télé, vous regardez, vous dites, c'est pas possible. Il me dit texto, vous dites, le scénariste, qu'est-ce qu'il a pris, quoi. On a des enlèvements, on a des meurtres, on a une histoire de trésor, c'est vrai que c'est des rebondissements, de trahison, c'est un roman, mais malheureusement bien réel. Alors, l'ogre des Ardennes, comme on l'a appelé, Michel Fourniret, a donc un fils. Ce fils s'appelle Selim, et vous, Oli, vous l'avez rencontré
Vous êtes même lié d'amitié avec lui. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Quel est votre rapport avec ce fils Selim? Si vous voulez, le hasard et le destin ont joué un rôle déterminant dans cette affaire. Moi, nous sommes à l'époque en 2013, je ne connais absolument rien de l'affaire Fourniret. Je ne la connais que par de vagues oui-dire. Je tombe sur une rediffusion, tout à fait par hasard, de l'émission Faites entrer l'accusé. D'accord. Voilà, qui se clôture justement par ces paroles de Christophe Ondelat, qui explique que Selim a refait sa vie dans le sud de la France sous une nouvelle identité. Moi, en tant que journaliste indépendant, à ce moment-là, j'ai senti que j'avais une carte à jouer. Et c'est dans ces conditions-là, si vous voulez, que j'ai contacté pour la première fois Selim. Je l'ai retrouvé assez vite, pour vous dire la vérité. Je lui ai envoyé un mail qui est resté lettre morte environ 1 an. Et un beau jour, il me répond. Et à ce moment-là, moi, je me trouve à Genève, en Suisse. Je redescends dans ma région, à savoir les Alpes-Maritimes, à Nice, où je le rencontre pour la première fois. Ce qui donne naissance à un article, une interview fleuve parue dans les colonnes du magazine VSD. Ouais. Et ensuite, effectivement, nous devenons amis. Vous êtes devenus amis. Oui. Et alors, donc, racontez-nous la genèse de ce livre. Parce qu'on va le dire à nos téléspectateurs, c'est assez controversé comme méthode. En fait, arrêtez-moi si je me trompe, vous écrivez à Fourniret avec l'accord de Selim, en lui faisant croire que c'est son fils qui lui écrit. Exactement. Ce sont des lettres, en fait, des échanges. Tout d'abord, une relation épistolaire, mais qui nous mènera tout droit dans l'enfer de la prison, au parloir de la maison centrale d'Ensisheim, où nous affronterons, Selim et moi, l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Vous allez le voir, en fait. Vous allez le voir au parloir. Exactement. Déjà, dans les correspondances, est-ce qu'il dit quelque chose, Michel Fourniret? Si vous voulez, encore une fois, c'est le destin. C'est-à-dire que le lendemain de ma rencontre avec Selim, une lettre tombe. Une lettre dans laquelle Michel Fourniret s'adresse à son fils 10 ans plus tard. Il écrit à son fils. Selim est tombé des nues, ça faisait 10 ans qu'il ne parlait plus de l'affaire à quiconque, pas même à ses proches. Ils font comme s'il ne s'était rien passé, pour essayer de vivre une vie normale. Et là, une lettre tombe et Selim pense que je suis dans la combine, que j'outrepasse mon rôle de journaliste pour essayer de le manipuler. Or, vous dites non, pas du tout, c'est le hasard. C'est le hasard. Donc, si vous voulez, cette lettre de Michel Fourniret nous parle d'un trésor à faire pâlir tous les banquiers de la planète. Ce sont ses paroles. À ce moment-là, germe en nous l'idée de continuer à lui écrire. Pourquoi? Parce que simplement, nous pensons à ce moment-là qu'il s'agit des restes du butin du gang des postiches. Alors voilà, c'est ça qui fait la Florian va en parler dans son documentaire, c'est qu'effectivement, il rencontre en prison le parrain du gang des postiches. Alors non, il rencontre un truand. Non, il rencontre un truand qui arnaque les postiches. Qui arnaque les postiches. Et donc bref, vous l'expliquez très bien, donc on ne va pas déflorer tout ça, mais vous l'expliquez très bien dans le documentaire, il met la main sur une partie du trésor. Donc vous dites avec Selim, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en contact avec lui pour essayer de récupérer le trésor. C'est ça en fait. Dans un premier temps, il s'agissait de jouer aux pirates, si vous voulez, de revivre cette affaire, mais sous un autre angle, sous un angle romanesque. À la base, on ne s'intéresse pas forcément à l'enquête. On se dit, écoute, voilà, il y a une prédisposition romanesque dans cette affaire. Ton père est peut-être en train d'essayer de nous mettre sur la piste du trésor englouti du gang des postiches. Ce qui ne sera Évidemment, pas le cas. on va trouver autre chose. Ce qui ne sera pas le cas, mais alors vous allez le rencontrer donc en prison. Comment est-ce que Selim se comporte face à son père et inversement? Selim est très détaché à ce moment-là. Je l'avais briefé quand même en amont, en lui expliquant que ça risquait d'être un moment très difficile, mais qu'il devait faire attention à prendre beaucoup de recul sur la situation. Il s'agissait surtout de rendre les coups, si vous voulez. Alors voilà, parce qu'en fait, donc vous suivrez tout à l'heure, vous avez vu un extrait tout à l'heure de l'interview que Selim a accordée à nos équipes, une interview exclusive, qu'on vous diffusera dans toute sa longueur tout à l'heure. Mais en fait, ce que vous expliquez, c'est que Selim a besoin aussi de voir son père, qu'il n'appelle plus son père d'ailleurs, mais pour essayer de reprendre le dessus par rapport à lui, parce que Fourniret est un manipulateur. Selim n'avait jamais eu l'occasion de s'expliquer concrètement avec son père sur tout ce qui s'était passé. Selim a appris la vérité au même titre que tout le monde, c'est-à-dire par le biais des médias et des enquêteurs. Pour la première fois, il se retrouve en face de ce père-là qui lui a gâché la vie. Et il va lui donner la correction qu'il mérite. Il faut savoir que Michel Fourniret se vante de ne pas souffrir, d'être logé aux frais du contribuable. Il s'en vante, il en est fier. Et pour la première fois, nous allons lui rendre les coups. Et cela va bien se terminer, étant donné nous allons le quitter complètement en larmes. Il faut en larmes, en fait. Il faut en larmes à la fin de cet entretien avec Selim. Florian, une question, ce qu'on va comprendre dans le doc, c'est qu'en fait, Fourniret, il est confondu un peu, j'allais dire par accident. C'est ça qui est complètement hallucinant. On est face à l'un des plus grands tueurs en série de l'époque contemporaine. Et c'est encore une fois peut-être pas fini. Alors, et en fait, on le confond par accident. Effectivement, suite à une tentative de kidnapping ratée, il est arrêté, mais il est condamné juste pour cette tentative. On ne sait rien. Et en fait, c'est là un formidable instinct policier, puisque c'est en Belgique, c'est les policiers belges, la police fédérale qui enquête. Et ils se disent, chez ce type, il y a un truc bizarre. Il dit juste, ah oui, c'était juste ça, promis, c'est la première fois, il est condamné. Bon.
Et ils se disent, chez lui et chez sa femme, il y a quelque chose de bizarre. Alors on vous raconte dans le documentaire cette enquête assez haletante pour arriver aux aveux, et à cette scène des aveux qu'on a vue là un peu dans le teaser aussi. Mais c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'on aurait pu ne jamais savoir qu'ils existaient. C'est ça. Ils auraient pu mourir dans leur lit, les Fourniret. C'est un accident. En fait, on ne sait pas qui est un tueur en série qui rôde. On n'a jamais fait le lien entre différentes disparitions. Dernière question, parce que le temps file, mais vous interviewez notamment, il y a beaucoup de gens qui interviennent dans votre documentaire, notamment un psychologue qui travaille quasi au quotidien avec Fourniret, qui l'a rencontré pas mal de fois, oui, plus exactement, et qui vous dit qu'on est face à une personnalité plus que particulière. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, c'est un joueur d'échecs, mais à tous les niveaux, quoi. Il aime manipuler. Et il est très bon là-dedans. C'est ça, il a un désir de toute puissance, il est prêt à tout pour y arriver, même une fois arrêté. C'est ce qu'il cherche avec ses victimes, c'est ce qu'il cherche avec sa femme, Monique Olivier, et aussi avec les enquêteurs une fois qu'il est arrêté. Par exemple, un exemple concret, un jour où on fait des fouilles après son arrestation pour retrouver des corps, il y a une centaine de personnes, vous avez les policiers, et à la fin, ça dure toute la journée, on retrouve le corps, et à la fin, il refuse de signer le PV des fouilles parce qu'il y a une faute d'orthographe. Michel Fourniret, il n'est pas prof de français. Il s'en fiche de la faute d'orthographe. C'est juste pour dire, regardez, même là, dans cette situation, j'ai un pouvoir, je peux refuser, accepter, je maîtrise le jeu. Puisque vous parlez de ça, tout à l'heure, juste après la diffusion du documentaire, je recevrai Thibaut Malandrin, qui lui a échangé également des correspondances avec Michel Fourniret. Il va nous montrer d'ailleurs les lettres qu'il a reçues de Michel Fourniret. Pour l'heure, c'est l'heure de votre documentaire, Florian. Merci beaucoup en tout cas, Libory Santoro, d'être venu sur le plateau de LCI. On va découvrir votre documentaire que vous avez réalisé sous la direction de Bertrand Coq. Et je vous retrouve donc juste après avec Thibaut Malandrin. Tout de suite. L'affaire scabreuse vient d'éclater en Belgique. Celui qu'on appelle désormais le monstre des Ardennes, Michel Fourniret, a avoué 9 meurtres, dont 7 jeunes filles. C'est la banalité du mal. On le croiserait dans la rue, on n'y prêterait pas plus attention que ça. Michel Fourniret a reconnu 2 nouveaux assassinats hier soir. Sa femme, elle-même, l'accuse d'en avoir commis davantage. Tous les ans, il s'autorisait 2 chasses. Je suis certain, mais à 100%, qu'on découvrira d'autres assassinats. Fourniret soupçonné, avec la complicité de sa femme, d'être l'un des pires tueurs en série de ces dernières décennies. S'il ressort, même à 90 ans, il recommence. C'est un prédateur en maraude. Vers 14h, ce 26 juin 2003, il repère sa proie et se gare à côté d'elle. C'est une jeune fille de 13 ans, Marie Ascension. Il y a un monsieur qui m'a demandé le chemin pour aller au moment de la salle. Et j'ai montré, mais après il m'a menacé pour que je vienne avec lui dans la voiture. Là, il m'a attaché les mains avec les pieds et tout le corps derrière avec la camionnette. Il la jette à l'arrière. La voiture redémarre. J'ai commencé à paniquer beaucoup, puisque j'ai vu une carte de France et de Belgique. Et j'ai commencé à prier là, et je sais pas, j'ai réussi à enlever les liens. Marie Ascension est terrorisée. Mais surmontant sa peur, elle profite d'un stop pour ouvrir tout doucement la porte arrière. Le bruit du moteur couvre la manœuvre. Elle s'enfuit. Michel Fourniret roule plusieurs minutes avant de s'apercevoir que la jeune fille n'est plus là. Réalisant que sa proie avait pris la fuite, Michel Fourniret fait demi-tour précipitamment. Et c'est là qu'une automobiliste qui a pris en charge la jeune fille note le numéro d'immatriculation du véhicule de Michel Fourniret. Et c'est à partir de là qu'il est identifié et arrêté par la police belge. Michel Fourniret ne se démonte pas. Il a même déjà tout prévu.
quand il va s'apercevoir que Marie-Ascension s'est enfuie, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, mais avant, il prend la précaution de prendre une autostoppeuse, de la ramener chez elle comme un gentleman, voyant qu'elle avait un sac à course un peu lourd. Et quand la police arrive, il lui dit « vraiment, les gens sont injustes parce que moi, je suis serviable ». Et cette petite fille, elle voyait qu'elle devait marcher pour aller à l'école. D'ailleurs, demandez, tiens, j'en ai conduit une juste après, et que j'ai déposée à telle adresse. Le bluff ne prend pas. Les policiers perquisitionnent chez lui, dans le village de Sarcustine. Ils découvrent des armes. Dans la camionnette, ils trouvent les cordes qui ont servi au kidnapping. Les enquêteurs belges l'ignorent encore, mais ils viennent de mettre la main sur l'un des plus terribles tueurs en série de l'histoire judiciaire française. Michel Fourniret reconnaît sans mal la tentative d'enlèvement, mais il jure que c'est la première fois. Un détail pourtant interpelle les enquêteurs. Une phrase dans la déposition de Marie-Ascension. Son ravisseur lui a dit qu'il était pire que Marc Dutroux. Les policiers belges sont persuadés que ce type, il a autre chose à se reprocher. Un homme va réussir à deviner Michel Fourniret. Le commissaire belge Jacques Fagnard. Les informations venues de la justice française balayent ces derniers doutes. On a vite appris les antécédents de Fourniret, c'est-à-dire qu'il avait été condamné à 7 ans par une cour d'assises pour une quinzaine d'enlèvements ou d'agressions sexuelles sur des jeunes femmes. Il avait déjà une carrière de prédateur sexuel, exhibitionnisme, menaces, vol, viol, tentative de kidnapping, attouchement sexuel. Michel Fourniret a déjà fait de la prison, 3 ans à Fleury-Mérogis. Condamné en 1984, sa carrière d'agresseur sexuel a commencé dès les années 60. En Belgique, Michel Fourniret vit avec sa 3e femme, Monique Olivier, devenue Madame Fourniret 13 ans plus tôt. Très vite, son comportement intrigue le commissaire Fagnard. C'est moi qui lui ai appris que son mari avait été arrêté pour un enlèvement d'une gamine. Et mon souvenir précis à ce moment-là, ce qui m'a semblé bizarre, c'est qu'il n'y avait absolument aucun étonnement de sa part. Aucune émotion apparente, aucun étonnement que Fourniret ait été arrêté pour l'enlèvement d'une gamine. Michel Fourniret part en prison pour la tentative d'enlèvement de Marie-Ascension. Mais pour les enquêteurs, il n'est pas question de relâcher la pression. Pendant une année, ils vont interroger à 110 reprises Michel Fourniret, à 120 reprises Monique Olivier. Et ça ne donne rien. L'un comme l'autre, les époux restent muets. On se dit quand même que Fourniret, il ne va pas vraiment passer des aveux facilement. Il est prudent en tout cas. Ça, c'est peut-être son expérience dans la délinquance qui joue pour lui. On met un peu le paquet sur Monique Fourniret. On essaye de lui rendre la fille la plus compliquée possible. Ils lui ont tout fait à Monique Olivier, le détecteur de mensonges, les menaces, etc. Elle ne flanche toujours pas. Les enquêteurs décident alors d'employer tous les moyens légaux. On a eu l'occasion, puisque c'est légal en Belgique, de mettre des micros lors de réunions intimes que Fourniret a eues avec Monique Olivier. En prison? En prison. Et puis là, on s'est rendu compte que la Monique Olivier tremblotante qu'on avait devant nous, quand on l'interrogeait, c'était tout à fait différent de la Monique Olivier qui parlait à son mari. Il y avait là, manifestement un langage complice, elle parlait déjà ça, elle parlait, ce qui n'était pas le cas chez nous. Il faisait des projets d'avenir. On a entendu quelque chose qui nous a conforté dans l'idée qu'elle savait des choses. Elle a dit 2 fois. Oui, si je ne suis pas en prison à ce moment-là, donc ça nous a conforté évidemment dans l'idée qu'elle savait au moins des choses. Les policiers lui mettent la pression. Ils la convoquent sans cesse, parfois pour rien. Ils enchaînent les interrogatoires. Jusqu'au jour où... Fin juin 2004, Monique Olivier craque enfin et révèle un certain nombre d'assassinats commis par son mari. Elle l'accuse de 10 meurtres.
Il faut vite confronter Michel Fourniret à ces accusations. On lui fait savoir, c'est la police belge, que son épouse vient de l'accuser, avec énormément de précision, d'une dizaine de crimes. Et là, sans manifester la moindre émotion, il dit très bien, je tiens à féliciter mon épouse pour son courage. Donc, il jouait le gentleman, et il commence à raconter, avec une certaine satisfaction, et il se raconte, et il ne faut surtout pas l'interrompre. Il est hyper décontracté, il est comme ça dans un coin du bureau de la police fédérale, il est de loin. Il parle, mais comme il parlerait je sais pas, d'un outil, d'un examen, d'une recette de cuisine. Enfin, c'est quelque chose de très détaché. Monsieur Fourniret parle d'un ton clinique des jeunes filles vierges qu'il a violées et étranglées. C'est assez hallucinant. Michel Fourniret commence sa liste. Il égrène. 9 noms, 9 meurtres, dont 7 de jeunes filles et d'adolescentes. En fait, on va avoir la révélation de crimes dont on n'avait même pas idée, puisque certains des meurtres ou des tentatives de meurtre dont il va parler, nous les ignorions. C'est des choses qui paraissent invraisemblables. Voilà la liste connue des jeunes filles enlevées et tuées par Michel Fourniret. Isabelle Laville, 17 ans, disparue le 11 décembre 87 à Auxerre. Marie-Angèle Domès, 19 ans, elle aussi capturée à Auxerre en juillet 88. Fabienne Leroy, 20 ans, un mois plus tard à Châlons-en-Champagne. Jeanne-Marie Desrameaux, 22 ans, disparue le 18 mars 89 à Charleville-Mézières. Elisabeth Brichet, 12 ans, disparue le 20 décembre 89 en Belgique. Johanna Parish, 20 ans, disparue le 17 mai 90 à Auxerre. Natacha Danet, 13 ans, disparue en Loire-Atlantique le 24 novembre 90. Céline Saison, 18 ans, disparue le 16 mai 2000 à Charleville-Mézières. Emmanuel Chompong, 13 ans, disparue le 5 mai 2001 à Sedan. La France et la Belgique, encore sonnées de l'affaire Dutroux, découvrent avec effroi un nouveau tueur en série. Dans les journaux, Michel Fourniret devient le monstre, l'ogre des Ardennes. Mais le pire, c'est qu'il n'était pas seul. Sa femme Monique l'a aidé, assisté, inspiré. Il n'y a pas un ogre, mais deux. Pour comprendre ce couple, les enquêteurs vont devoir remonter 17 ans en arrière, jusqu'en 1986. À l'époque, Michel Fourniret est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, condamné pour ses premières agressions sexuelles. Il fait paraître cette petite annonce dans le journal Le Pèlerin. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Monique Olivier, elle connaît aussi la solitude. Elle est divorcée d'un mari violent. Elle n'a pas de carrière. Alors, elle lui répond. C'est le début d'une longue correspondance. Il a un style, il sait bien écrire, il ne fait pas de faute d'orthographe, et donc il arrive à la séduire par ses lettres qui contiennent des messages un peu subliminaux où on devine que le grand criminel qui va devenir ne demande qu'à éclore. Et va se créer entre eux véritablement ce qu'on peut appeler un pacte criminel. Très très rapidement, ils ne se cachent rien de leur propre parcours, de leur propre existence, de leur mariage raté, l'un comme l'autre. Monique rentre dans le jeu de rôle pervers que lui propose Michel Fourniret. Elle écrit. Tu sais, ta Natouchka est prête à t'aider dans beaucoup de choses. Je veux travailler auprès de mon fauve, le seconder. Le fauve, c'est Michel Fourniret. Il en est fier. Il aime que sa Natouchka l'appelle Sherkan. Sherkan et Natouchka sont les pseudos qu'ils se sont inventés lors de cet échange de courriers, lorsque se met en place ce pacte criminel. Sherkan, évidemment, fait référence
aux prédateurs du livre de la jungle. Qu'attend exactement Michel Fourniret de sa correspondante? La réponse se révèle au fil des 133 lettres qu'ils s'échangent. Et elle fait froid dans le dos. C'est des lettres qu'on a retrouvées des années plus tard dans la maison qu'il avait en Belgique, où Michel Fourniret dit noir sur blanc à Monique Olivier sa passion un peu obsessionnelle, je dirais, pour la virginité et donc pour les jeunes filles vierges. Tous les deux, ils ont un nom de code pour parler des jeunes vierges. C'est MSP, ça veut dire membrane sur patte. Et Fourniret demande à Monique Olivier de l'aider en fait à capturer des membranes sur pattes. Et en échange de quoi, il s'engage à trucider les deux précédents mecs de Monique Olivier. Désormais, Michel Fourniret n'est plus seul. Dans sa quête de jeune fille vierge, il s'est trouvé une alliée. On est confronté à une femme, jusqu'à présent sans histoire, qui est mère de famille, qui n'a jamais, jusqu'à présent, commis d'actes délictueux, et qui va tout d'un coup devenir la complice d'un prédateur sexuel, d'un tueur en série et d'un homme sans le moindre scrupule. On est quand même dans quelque chose de très malsain. On peut se demander pourquoi ces courriers ont échappé à l'administration pénitentiaire. Michel Fourniret est libéré le 22 octobre 1987. Il bénéficie d'une remise de peine pour conduite exemplaire. À sa sortie, Monique l'attend. Natouchka accueille son tigre. Vont-ils aller au bout de ces fantasmes couchés sur le papier? Vont-ils vraiment se mettre en chasse? Isabelle Laville a 17 ans. Ce 11 décembre 88, elle sort de l'école et rentre chez elle à pied. Elle n'arrivera jamais. Une voiture s'arrête. Il n'y a que la conductrice à l'intérieur. Monique Olivier. Elle prétend être perdue et demande son chemin à Isabelle. Elle l'invite à monter pour mieux être guidée. La jeune fille accepte. Plus loin, Monique Olivier embarque un autostoppeur. C'est Michel Fourniret qui fait semblant d'être en panne. Le piège se referme, comme il l'avait prévu. Le couple ramène la jeune fille chez eux, à Saint-Cyr-les-Colons. Michel Fourniret tente de la violer, n'y arrive pas et la tue. C'est son premier meurtre, ou plutôt leur premier meurtre. Elle lui donne Isabelle Laville. Elle vérifie qu'elle est vierge, elle le lui donne sexuellement et ensuite elle lui donne sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, elle lui donne le permis. Et c'est le permis de tuer. Monique Olivier est l'élément déclencheur dans la carrière et le parcours criminel le plus grave de Michel Fourniret. Généralement, elle sert à rassurer la future victime. On se dit qu'une femme qui a l'air tout à fait lambda, avec cet homme qui est un peu transparent dans leur camionnette en province, ils n'ont pas vraiment la tête de Bonnie and Clyde, je dirais. Il se sert des atouts qu'il a. Donc les atouts qu'il a, ça va être par exemple Monique Olivier enceinte jusqu'aux yeux. Il va demander à Fabienne Leroy de trouver avec lui un médecin parce que sa femme n'est pas bien. Ça va être son fils dont il va parler à une autre victime en lui expliquant que son fils a le même âge et en l'incitant à monter dans son véhicule. Lors de l'enlèvement d'Elisabeth Brichet, Michel Fourniret utilise à nouveau l'enfant qu'il a eu avec Monique pour leurrer la petite fille. Leur bébé est dans le siège auto, Selim. Il a 1 an et 3 mois à ce moment-là. Et c'est Monique Olivier qui profite à la fois de son statut de femme, de mère, et qui utilise son nourrisson pour embarquer la petite Brichet, soi-disant, pour aller chercher, montrer là où se trouve le cabinet du docteur pour son bébé. Dans l'ignoble, ils sont sans limite, et chacun joue son rôle. Elle est présente
la plupart du temps, c'est elle qui est chargée par Michel Fourniret, lors de ce pacte criminel, de vérifier la virginité des jeunes adolescentes ou des fillettes qu'ils vont kidnapper ensemble. Elle va les palper. Le supplice d'Isabelle Laville en annonce d'autres. Secondé par sa compagne, Michel Fourniret peut désormais donner libre cours à ses pulsions. On a l'impression que c'est quelqu'un qui goûte, qui essaye, qui va tester ce qui va lui donner le plus de plaisir. Fabienne Leroy, il va essayer de la tuer par plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il va tester une injection d'air dans les veines pour voir s'il arrive à provoquer une embolie. Ensuite, il va finalement la tuer avec un coup de feu. Sur la petite Manania, il va l'étrangler. On a le sentiment qu'il teste dans la recherche d'un plaisir comme un gourmet qui testerait des plats. Tuer, c'est plus qu'utilitaire. Il dit oui, bon, bien sûr, je tue, je fais disparaître les preuves, etc. J'enterre. Hein. En règle générale, il étrangle. Mais il trouve du plaisir à l'intérieur de ça, une espèce de domination totale, hein, où manifestement là, et c'est redoutable en matière criminelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous trouvez du plaisir dans un passage à l'acte, eh bien vous allez le recommencer. Contrairement à beaucoup d'autres tueurs en série, Michel Fourniret n'a pas de rituel, n'a pas cette fameuse signature psychologique. Il ne va pas laisser des messages près des corps de ses victimes. Il ne va pas emporter des vêtements, pas garder des trophées. Il y a quelque chose qui est assez classique quand même dans sa façon d'aborder les jeunes femmes, c'est de les faire monter dans son véhicule. Et pas de les faire monter par la force, mais de les amener, de les appâter, si vous voulez, de les attraper comme un pêcheur qui pêcherait un poisson, en les faisant monter dans le véhicule comme si elles avaient finalement joué leur rôle, pris leur part dans l'agression. Une fois les victimes dans ses filets, Michel Fourniret pousse la perversité encore plus loin. Il va expliquer, si je te viole, je serai obligé ensuite de te tuer parce que sinon tu me dénonceras, donc il ne faut pas que je te viole. Pour pas que je te viole, il faut que tu me demandes. Et donc on en termine par une victime qui lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien faire l'amour ?» Le but, c'est en fait un rapport de force ultime, dans le cadre duquel il est Dieu face à une créature complètement impuissante. Fourniret chasse, c'est le mot qu'il emploie. Ses proies ont toujours le même profil, de jeunes filles qu'il trouve belles, pures. Les experts découvriront plus tard qu'il a depuis l'enfance une vision particulière des femmes. Par exemple, il considère que les seules femmes qui sont pures, ce sont les statues. Vous voyez, comme un adolescent qui regarde des statues, etc. Voilà. Il les voit dénudées d'ailleurs, etc. Et à ce moment-là, elles sont pures. Pour lui, l'incarnation de la pureté, c'est la Vierge. Et il a toujours indiqué que lors de ses 3 mariages, il a toujours été extrêmement déçu de constater qu'aucune de ses épouses n'était des vierges. Ce qui est assez original, parce qu'il se marie quand même avec des femmes qui ont déjà été mariées, donc on peut penser que ce problème n'était derrière elle quand même. Et puis par ailleurs, il va s'attaquer indifféremment à des très jeunes et à des moins jeunes. Alors la virginité, est-ce réellement une obsession pour Michel Fourniret? Pour moi, c'est la rationalisation d'une pulsion perverse. C'est-à-dire qu'il va expliquer qu'il est victime de l'absence de virginité de sa première femme. Et donc, il est dans une réparation de ce qui lui a été enlevé, qui était la possibilité d'avoir une femme vierge. Et ce qui fait qu'il va avoir une bonne excuse, si vous voulez, pour faire ce qu'il fait. Mais c'est complètement bidon. Au cauchemar Fourniret, il manquait un décor. Le repère de l'ogre, c'est un château, perdu au fond des Ardennes, coupé du monde par 500 hectares de forêt. C'est un ancien relais de chasse du 19e siècle.
Dans le jardin, Michel Fourniret enterrera Élisabeth Brichet et Jeanne-Marie Desrameaux. Châtelain, il le devient dans une cascade d'événements si rocambolesques qu'au début de l'enquête, les autorités n'y croient même pas et qualifient l'histoire d'extravagante. Et pourtant, tout est vrai. Lorsqu'il est derrière les barreaux à Fleury-Mérogis, Michel Fourniret ne fait pas connaissance qu'avec Monique. Fourniret, incarcéré dans les années 80 pour de premiers abus sexuels, n'est pas à la fête en détention et donc se met sous la protection, ça se pratique en détention, d'un grand truand qui s'appelle Jean-Pierre Elgouarche. Et ce grand truand détient un secret. Il sait où est caché le trésor du gang des postiches. Un célèbre groupe de braqueurs de banque dans les années 80. En une trentaine de casses, jusqu'à leur arrestation, ils amassent une fortune. On parle de 50 à 80 kilos d'or. Elgouarche veut faire main basse sur le magot, mais il est en prison et pas prêt de sortir. Alors, il a une idée. Elgouarche va demander, en fait, sans se méfier, à sa femme Farida d'aller voir Michel Fourniret, qu'il appelait Popeye, et qui, à ses yeux, était le complice idéal pour déménager ses 50 à 80 kilos d'or, parce qu'il avait des mains de jardinier, parce que c'était un bon bricoleur, et parce qu'il avait l'air totalement inoffensif. Michel Fourniret accepte la proposition. Il prend la route avec la compagne d'Elgouarche. Fourniret va accompagner Farida dans le cimetière de Fontenay-en-Parisis, dans le Val d'Oise, et déterrer à l'arrière d'une tombe très ancienne, sur laquelle personne ne vient plus, une boîte à outils dans laquelle se trouvent au minimum 34 lingots d'or et plein de pièces d'or, mais des centaines de pièces d'or dans des boîtes Tupperware. Enfin, imaginez la scène dans le cimetière. Ce petit village de l'Essonne, où vous avez 2 personnes qui viennent la nuit, qui creusent une tombe pour retirer 30 kilos d'or. C'est totalement incroyable. Fourniret aide Farida à cacher l'or chez elle. Il touche une commission, 500 000 francs, l'équivalent de 80 000 euros. Farida prévient Elgouarche, tout s'est bien passé et Michel Fourniret est rentré chez lui. Sauf que Fourniret, lui, dans sa bicoque là, dans Lyon, à Saint-Cyr-le-Colomb, commence à réfléchir, il se ravise. Et là, il commence à tramer quelque chose. Il se dit, bah, pourquoi se contenter de 500 000 francs en pièces d'or alors que je pourrais tout prendre? Il rappelle Farida et lui demande de l'accompagner pour cacher des armes dans une forêt. La jeune femme ne se méfie pas et les accompagne, lui et Monique. Selon Fourniret, c'est là qu'il la tue, avec l'aide de sa femme. Il cache son corps et récupère l'or. Toujours méticuleux, le tueur pense même à garer la voiture de Farida sur un parking de l'aéroport d'Orly, pour faire croire à une fuite. Car sans nouvelles, Elgouarche s'inquiète. Où est Farida? Où est le trésor? Elgouarche ne réussira même pas à concevoir ce fait que Fourniret a liquidé sa compagne, parce qu'il le voit tellement comme un minable que c'est un truc qui ne l'effleure pas. Il sera le parrain même de leur fils au couple Fourniret-Olivier, donc c'est dire s'il s'en méfie pas. Elgouarche ne pensait pas une seconde même que ce type était capable de voler, donc a fortiori de tuer. C'est avec cet argent que les Fourniret s'offrent le château du Sautou, pour l'équivalent de 250 000 euros, payé directement en or à un notaire ardennais peu regardant. En 89, Elgouarche sort de prison. Les Fourniret l'accueillent à la sortie. Mais le braqueur a un doute. Et si finalement c'était eux, ses bons amis, qui l'avaient doublé? Les Fourniret ont prévu le coup. Le couple va jouer toute une comédie. Elgouarche les rejoint dans cette maison à Floing, leur ancien domicile, une grande cabane aménagée. Le couple de nouveaux riches ne mentionne pas le château et fait semblant d'être complètement fauché. Elgouarche voit que les Fourniret vivent dans une extrême pauvreté avec leurs gosses. Fourniret demande même à Elgouarche, est-ce que tu peux pas me couper les cheveux parce que j'ai pas de sous pour me payer le coiffeur. Elgouarche dort dans la caravane au fond du jardin. Et au bout d'une journée ici, il se dit non mais je fais fausse route. Ce sont des pauvres, des vrais pauvres. J'ai eu l'impression de voir les Thénardier avec leurs gosses.
je me suis trompée, quoi, c'est pas eux. En 91, El Gouarch apprend par hasard que les Fourniret se sont offerts un château dans les Ardennes. Il comprend enfin qu'il s'est fait berner. Et là, El Gouarch pète les plombs, il se barre dans les Ardennes, il arrive armé comme un porte-avions au château du Sautour. Il arrive, il y a une grande allée pour déboucher vraiment sur le château. Et là, Fourniret le voit arriver, et en fait, Fourniret monte dans sa bagnole et s'enfuit. Michel Fourniret s'évanouit dans la nature. Avec ce trésor taché de sang, le prédateur sexuel montre qu'il peut aussi tuer par cupidité. On lui pose la question, mais pourquoi l'avez-vous tué, la femme d'un ami? Et il dit, il ne faut pas mélanger les affaires et l'amitié. Le tueur en série est châtelain, et ce n'est pas que par vanité. C'est un repère formidable, parce qu'il est à la frontière belge, il est au milieu des bois, c'est au fin fond, il faut y aller dans le château de Fourniret, ça fait peur, hein. C'est le château de Barbe-Bleue. Il a calculé, je pense, de manière tout à fait cynique, l'idée qu'avec ce château reculé dans la campagne, il pourra y séquestrer ses victimes, les enterrer sur place, sans que jamais personne n'en entende parler. Les Fourniret passent la frontière belge pour fuir El Gouarch. Ils revendent le château avec une plus-value importante. Cette histoire, d'abord, a permis à Fourniret de financer son parcours criminel, puisqu'on le sait, il va acheter le château, il va pouvoir vivre sans travailler, etc. Donc, aurait-il pu faire ça s'ils n'avaient pas eu cet argent? Sans doute pas. Et puis, ça illustre, je trouve, le fait que cet individu a un talent particulier pour se faire passer pour l'imbécile, ou tout du moins le passant du coin de la rue, dont personne n'a aucune raison de se méfier. Les Fourniret s'installent dans le petit village de Sarcustine. Ils achètent cette maison en 91, se fondent dans le paysage. Le violeur et tueur de jeunes filles devient même surveillant à l'école primaire. Il tue encore jusqu'en 2003 et la tentative d'enlèvement ratée de Marie Ascension qui signe sa chute. Après des négociations avec la Belgique, la justice française hérite du dossier. Le procès des Fourniret se prépare. Il durera 11 semaines. Le tueur en série Michel Fourniret a été extradé de Belgique vers la France. Il a été conduit à Charleville-Mézières, où on le voit arriver pour y être jugé sur les meurtres de 7 jeunes filles. Fourniret était emprisonné en Belgique depuis juin 2003. Son épouse, poursuivie pour complicité dans plusieurs de ses crimes, avait déjà été extradée début décembre. En tout cas, l'enquête continue car des policiers le suspectent d'avoir commis en tout 13 assassinats de jeunes femmes en France et en Belgique entre 1987 et 2001. Le 27 mars 2008, le procès commence à Charleville-Mézières. Tout le monde veut voir les ogres. Des douzaines de médias viennent du monde entier. On ouvre 2 salles annexes pour accueillir la foule. Les membres des familles de victimes se comptent par dizaines. Une vingtaine d'avocats vont plaider. Gilles Latapie sera le président de la cour d'assises. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mais les Fourniret seront-ils capables d'éprouver des remords, d'exprimer des regrets? Aucune culpabilité. Aucune, ça n'existe pas. Il ne peut pas avoir honte de ce qu'il a fait. Il ne peut pas regretter. Les victimes ne sont que des objets de satisfaction, de sadisme. Hein, et elles sont responsables de ce qui leur arrive, si vous voulez. Avant le procès, des psychiatres et des psychologues interrogent longuement Michel Fourniret. Je considère que c'est le tueur en série le plus abouti que j'ai rencontré, le plus organisé, le plus structuré. Hein. Ça veut dire aussi le plus dangereux. Jean-Luc Ployer passe plus de 9 heures avec lui, face à face. Il se souvient d'une scène glaçante. Je regarde ses mains. Je pensais, en regardant ses mains, je pensais au fait qu'il ait étranglé plusieurs de ses victimes.
Donc il me dit, pourquoi vous regardez mes mains, monsieur l'expert? Donc là, grand moment de solitude. Ça dure 2 secondes. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, vous savez très bien pourquoi je regarde vos mains, monsieur Fourniret. Il me dit, si vous me posez une question qui me dérange, je vous étrangle. Alors, on est dans une cellule, on est en face à face, à 1,50 m, il y a un gardien derrière avec une porte vitrée, évidemment, bon, mais quand même. Et à ce moment-là, je lui dis, j'y vais. Je lui dis, écoutez, monsieur Fourniret, écoutez, quelle question qui vous dérangerait, précisément? Il me dit, si vous me parlez de mes parents, je vous étrangle. Et à ce moment-là, je lui dis, mais écoutez, on va parler de vos parents, monsieur. Et il m'en a parlé pendant 2 heures. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est en même temps la toute-puissance et la manipulation de l'autre. Les experts le déclarent pleinement responsable de ses actes. Il peut donc être jugé. Et c'est bien le manipulateur qui se présente à l'audience. À l'intérieur, il refuse toute image de lui. Le président suit la procédure et lui demande de décliner son identité. Michel Fourniret le regarde et, sans dire un mot, plaque une affichette contre la vitre du box. Sans huis clos, bouche cousue. Si on a le huis clos, là je vais tout vous dire. En fait, il n'a pas grand-chose à dire, mais il essaye néanmoins avec chacun, et puis avec moi aussi. Enfin, il joue au chat et à la souris. Hein. C'est une perversité, au fond, puisque les seuls qui peuvent demander le huis clos, c'est les familles des victimes. Donc, en gros, il fait un chantage aux familles des victimes. Je vous raconterai comment j'ai tué votre fille, si vous répondez à mes désirs. Dès la première heure, Michel Fourniret entend imposer ses conditions. L'enjeu du procès, c'était de savoir qui commanderait, qui aurait la main. Il voulait être l'acteur numéro 1, et le seul, je dirais. Il voulait mener son affaire. C'est pour ça qu'il ne voulait pas être défendu en réalité au départ. Il voulait être le maître. Il voulait être Dieu, quoi, quelque part. Le président doit-il céder ou fermement rejeter la demande et aller à l'affrontement? Dans les 2 cas, Fourniret l'emporte. Alors comment éviter le piège que le tueur tend à la cour? Le président de la cour d'assises a été d'une grande adresse parce qu'il a pris ça avec bonhomie, avec le sourire, comme si rien ne se passait. Je me suis dit, je vais essayer de botter en touche, quoi, de ne pas avoir la réaction qu'il souhaite. Je l'ai pris un peu à la dérision, quoi. J'ai dit, oh, c'est joliment fait, le papier, l'espèce de papyrus qu'on m'apporte, et puis je le jette un peu négligemment sur le bureau de la cour d'assises en disant on verra ça le moment venu, quoi. Enfin voilà. Et je ne suis pas rentré dans son jeu, si vous voulez. Il a pris la main. Et le fait que la justice prenne la main a permis qu'un procès existe. Michel Fourniret s'enferme dans le mutisme, jour après jour. Mais il n'est pas seul dans le box des accusés. Tout à l'autre bout, il y a aussi Monique Olivier. Ils ont divorcé depuis qu'elle l'a dénoncé. À présent, les anciens époux diaboliques se méprisent. Ils ne supportent même plus de se regarder l'un l'autre. Comme Michel Fourniret refusait de parler dans la grande majorité du temps, toutes les questions étaient pour elle. Et comme elle acceptait de répondre, elle était, on peut dire, pressée de questions, car n'oubliez pas qu'il y avait quand même 15 avocats de partie civile. Plus Monique parle, plus Michel Fourniret s'agite. Les avocats des parties civiles devinent la faille et s'y engouffrent. Pour faire parler Michel Fourniret, il fallait piquer Monique Olivier. C'était tellement insupportable pour lui qu'elle puisse exister, dire quelque chose, que j'ai obtenu à plusieurs reprises qu'il vienne s'expliquer, juste pour la faire taire. On parlait tout le temps de lui et il n'y avait qu'elle qui répondait. Et donc dans leur rapport de force, ça n'était juste pas possible. Michel Fourniret se met enfin à parler. Il aura fallu 7 semaines. Et quand il s'est mis à parler, c'est devenu insupportable. L'accusé répond aux questions, mais uniquement pour son propre plaisir sadique. Il ne donne pas de nouvelles informations.
Il détaille les derniers instants des jeunes filles. Il savoure. C'est le tueur qui veut vous emmener dans son film. Au fond, il reconstruit, il raconte la manière dont les victimes ont souffert, dont le moment a été terrible pour elles, dont il a ouvert la porte à droite et pas à gauche. Il veut vous raconter comment il a bien fait son travail de tueur. C'est comme ça qu'il se positionne, dans le détail. Or, ce n'est pas ce qu'attendent évidemment les familles. Et c'est tout juste insupportable d'être entraîné dans l'œil ou dans la caméra du tueur. Des familles sortent de la salle, écœurées. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est d'apprendre que Natacha a été violée, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, violée après sa mort, quoi. Alors ça me perturbe toujours. Depuis que je le sais, c'est atroce. Moi, il me dira à plusieurs reprises qu'en définitive, que les familles soient satisfaites de ce qu'il a fait, et notamment qu'il ait tué leur enfant. Parce que s'il n'avait pas tué leur enfant, l'enfant, étant donné qu'il les avait violés, aurait été traumatisé à vie. Donc c'est pas plus mal qu'il les ait tués. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans une logique sadique totale. Il fallait pas le laisser nous entraîner dans son film, c'était trop terrible. Et donc j'ai pris la responsabilité de demander au président de la cour d'assises, M. Latapie, de raconter moi le meurtre de Jeanne-Marie Desrameaux. De le regarder avec l'œil de la victime. Ça, il ne l'a pas supporté, parce qu'au fond, il voulait que le film, ça soit de ses yeux qu'on le voit, mais pas des yeux de la victime. Et donc, à ce moment-là, il m'a traité d'avocat de merde, ce qui était un compliment, et il a arrêté de parler, et je pense que c'était le mieux. Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desrameaux, Natacha Danet, Elisabeth Brichet, Céline Saison et Manania Tumpong. 7 crimes. Le verdict tombe le 28 mai 2008. La complice Monique Olivier est condamnée à la perpétuité avec 28 ans de sûreté. Michel Fourniret écope de la plus lourde peine du code pénal, la perpétuité incompressible. Depuis, il purge sa peine à Ensisheim en Alsace. L'histoire pourrait s'arrêter là, derrière ces murs dont il ne sortira jamais. Mais Michel Fourniret, le manipulateur, a-t-il vraiment tout avoué ? Nous choisissons la ville et les grands espaces. Nous choisissons le plaisir de conduire et le silence. Nous choisissons la liberté d'une voiture qui se recharge en roulant. Nous sommes déjà plus de 12 millions et ce n'est qu'un début. Nous choisissons l'hybride. Et si c'était le moment de vous séparer de votre diesel ? En octobre, dites oui à l'hybride et profitez de la prime à l'hybride Toyota de 3 000 € sans condition sur la Toyota Yaris. If you got someone, if you got somebody waiting, then always puts the heart in. You better give them one more day in your life, your life. Nouveau Volvo V60. Pour ceux qui comptent. La différence entre toi et moi ? Ben moi je suis bleu, je te fais gagner 500 €. Et toi ? Ben tu sers à rien. Ah. Morpur est de retour, c'est toujours pas un cadeau, mais c'est 50 centimes d'euros. Chaque jour est une chance. FDJ. Et au fait, les moins de 18 ans ils peuvent aller se brosser. Tu m'as bien regardé ? Je suis pas babysitter moi. Hey! Donnez-moi un jeu! Donnez-moi un dé! Donnez-moi un mi! Donnez-moi un sion! Je démissionne! Il démissionne! Le bonheur est ailleurs. Cadre emploi. Ayez l'ambition d'être heureux. Comme tous les professionnels des métiers de service, vous passez tout votre temps à prendre soin des autres. Et vous, qui prend soin de vous ? Clésia. Contactez-nous au 30 70.
À la MAF, avec leur contrat auto-pro, le véhicule et son contenu pro et perso sont couverts en cas de vol. Et là, j'ai même droit à un véhicule de remplacement. Bah, désolé mon grand, je vais à la MAF. À l'affaire, c'est la MAF qu'elle préfère. Et jusqu'au 31 octobre, c'est 2 mois gratuits sur votre nouveau contrat auto tout risque. Devis et conditions sur maf.fr et dans les agences MAF. Je préfère la MAF. Lui, c'est Hervé. Et là, il vient de gagner au Loto-Foot. Il est content, Hervé. Il nage carrément dans le bonheur. Vous aussi, comme Hervé, jouez au Loto-Foot. Ce samedi, pariez sur 15 matchs et tentez de gagner le super pactole de 3 millions d'euros. Encore plus dans le match avec Paris en Sport. Oh non! Professionnel qualifié, tarif connu à l'avance. La meilleure chose à faire, mesdépanneurs.fr. Lui, c'est Marc. Et là, il vient de gagner au Loto-Foot. Il est content, Marc. Content de sentir l'odeur de la victoire. Content d'être au milieu des joueurs. Il flotte très très haut. Vous aussi, comme Marc, jouez au Loto-Foot. Ce samedi, pariez sur 15 matchs et tentez de gagner le super pactole de 3 millions d'euros. Encore plus dans le match avec Paris en Sport. Kayak parcourt des centaines de sites pour trouver le vol qu'il me faut. Pour mes voyages, je fais confiance à Kayak. Et une fois sur place, c'est à moi de jouer. Bon, début du programme comme j'aime. Alors, je vais voir combien je fais. 93. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Est-ce que le matin, je peux me rajouter un petit œuf? Un mois et une semaine de programme comme j'aime. On se sent mieux. Plus je perds de poids et plus je suis content d'aller au sport. Vous voulez me voir manger aussi? On va dire que je suis un homme heureux, là. Voilà, moins 10. Et ça fait quasiment 8 cm de tour de taille. Avec comme j'aime, j'ai perdu 10 kilos. Regardez cette photo. Sacré changement quand même. Tester une semaine, c'est gratuit. T'as un téléphone, une tablette, un portable, un ordinateur. Alors va sur commej'aime.fr. Comme j'aime pour homme, ça marche. Je suis le temps. Parfois je m'écoule rapidement, parfois lentement, mais jamais je ne m'arrête. Alors me voici. Et maintenant, qu'allez-vous faire de moi ? C'est déjà Noël chez Poltrone Sofa. 70% de remise sur la collection octobre. Dernier jour demain. Poltrone Sofa, artigiani della qualità. Et voilà. Frigo, four. Pour ces 6 appareils, on arrive à 0 €. Pendant l'anniversaire Xina, jusqu'à 6 électroménagers offerts. Comme tous les professionnels des métiers de service, vous passez tout votre temps à prendre soin des autres. Et vous, qui prend soin de vous? Clésia. Contactez-nous au 30 70. Pour Lucas, le plus beau des cadeaux, ce serait que son père ne travaille plus aussi loin. Et ce soir, son rêve pourrait bien devenir réalité. Téléchargez votre CV sur Indeed. On teste un cordage révolutionnaire, résistant à plusieurs tonnes de pression. Impressionnant. On croit beaucoup à cette innovation. Moi aussi. Et on va tout faire pour qu'elle voie le jour rapidement. Génial. Merci. Se projeter avec vous, c'est vous accompagner vers la réussite. Banque Populaire. La réussite est en vous. L'histoire pourrait s'arrêter là, derrière ces murs dont il ne sortira jamais. Mais Michel Fourniret, le manipulateur, a-t-il vraiment tout avoué ? Les Ardennes belges. Michel Fourniret y vit pendant 9 ans. Et c'est peut-être la période la plus inquiétante de sa vie.
Quand le couple s'installe discrètement à Sarcustine en 91, Michel Fourniret a déjà tué 8 fois. Des 9 années qui suivent, on ne sait rien. Ou presque. On ne peut pas imaginer un tueur en série avec le parcours et l'appétence d'un Michel Fourniret rester 10 années sans tuer. C'est absolument impossible. Si on se place du point de vue d'un Michel Fourniret, il fait quelque chose qu'il aime. Pourquoi arrêterait-il ? Quand on analyse quand même profondément le fonctionnement du couple, c'est pas possible. Tous les ans, il s'autorisait 2 chasses. Effectivement, on arrive à ça dans la première période. Depuis 87, en gros. Bon. Et après, il reste 10 ans sur lesquels on n'a pratiquement rien. On sait pourtant que le prédateur est actif. Il tente 2 fois d'agresser des jeunes femmes. Elles témoigneront au procès de 2008. Sur ces 9 années, seule Monique parle. Et ce qu'elle dit ajoute au mystère. Ce qu'a raconté Monique Olivier par la suite, c'est que cette période, elle était souvent sans lui. En fait, lui, il était seul, il partait des fois plusieurs jours, elle ne savait pas où il était. Donc, est-ce le prédateur n'a pas chassé dans des endroits où on n'a pas eu l'idée de chercher? On n'en sait rien. Michel Fourniret est mobile. Il se déplace dans toute la France. Ses enfants racontent qu'il débarque parfois en pleine nuit, sans prévenir. Des collègues de jeunesse le croisent à des fêtes d'entreprise. Mais à part ça, le tueur échappe à tous les radars. Michel Fourniret n'a pas de téléphone portable, n'utilise quasiment jamais sa ligne de téléphone fixe, ne paye jamais lors des péages autoroutiers, ne possède pas de carte de crédit, ne paye que très très rarement avec un chéquier. Il paye presque toujours en liquide. Comment voulez-vous retracer son parcours? Michel Fourniret n'a pas de contraintes. Il a alors des postiches. Avec son magot, il achète plusieurs terrains, en revend certains, entiers ou en partie. Qu'a-t-il pu cacher sur ces terres? L'un des lots en particulier attire les soupçons. Sur un de ces lotissements où Michel Fourniret a indiqué par acte notarié qu'il refusait qu'on déracine 2 arbres en particulier. On avait le droit de couper les troncs d'arbres. L'un d'eux a été coupé, je l'ai constaté, l'autre non, mais interdisait qu'on déracine ces arbres. Pourquoi? Cache-t-il un secret? Un corps ou une partie de l'or des postiches? Depuis l'arrestation en 2003, les policiers multiplient les fouilles et les recherches là où le tueur est passé. On a créé un office sur les disparitions inquiétantes. Et on s'est rendu compte que des faits de disparitions inquiétantes non élucidées dans tout le nord-est de la France, il y en avait des dizaines et des dizaines. Parmi elles, il y en a une dont la France entière connaît le nom. Les recherches se sont poursuivies une partie de la journée pour retrouver la petite Estelle qui a disparu jeudi soir en Seine-et-Marne. Entre l'école et son domicile, de gros moyens ont été mobilisés, mais aucun indice n'a été découvert et la piste de l'enlèvement semble ce soir de plus en plus privilégiée par la police et par les parents. Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003. Et si le ravisseur, c'était Michel Fourniret? Michel Fourniret, lorsqu'il va être jugé à Charleville-Mézières, écrit une lettre au président de la chambre d'accusation qui doit décider de le renvoyer devant la cour d'assises en disant « Ah ben je voudrais aussi être jugé pour 3 affaires s'il vous plaît, monsieur le président, l'affaire Johanna Paris, l'affaire Marie-Angèle Domèche et l'affaire Estelle Mouzin. » Il avoue finalement les meurtres des 2 premières en 2018. Monique Olivier l'accusait depuis 2005. Le procès n'a pas encore eu lieu. L'affaire Estelle Mouzin est typique de ces cas qu'on n'a pas raccrochés à Fourniret parce qu'on n'a pas d'éléments. Les enquêteurs ne creusent pas longtemps la piste Fourniret dans la disparition d'Estelle Mouzin. Monique Olivier assure que son mari n'y est pour rien, qu'au moment du rapt, il était au téléphone avec son fils. Mais depuis, Monique Olivier est revenue sur cet alibi
et a indiqué que c'était elle qui avait effectué cet appel téléphonique et que c'était pour elle une manière de lui fournir un alibi pour Estelle Mouzin. Alors faut-il croire le tueur? Depuis son arrestation en 2003, Michel Fourniret n'a cessé de jouer un jeu de dupe avec les enquêteurs, à coups de demi-vérité et de provocation. L'intégralité de ses aveux a été vérifiée, et dans pratiquement chacun de ses aveux, il a menti sur une partie. Et quand on lui dit « mais non monsieur, vous nous avez dit ça, c'est pas vrai », il dit « c'est pour voir si vous alliez vérifier. Donc vous me respectez parce que vous avez vérifié, on peut en parler encore ». Comme il le dit, lorsque les enquêteurs font bien leur travail, moi j'avoue. Mais s'ils ne font pas leur travail, c'est pas à moi de raconter une histoire. Fourniret raconte ce qu'il veut bien raconter, et en même temps c'est un pinailleur. Il est sans arrêt sur le dos des officiers qui l'interrogent, à corriger les PV, à dire je n'ai pas dit exactement tel mot, mais ceci, à corriger une faute d'orthographe, une faute de syntaxe, à éviter de répondre à certaines questions. Il fait la pluie et le beau temps, il essaye en tout cas de les mener en bourrique. Et quand enfin il accepte de révéler où il a enterré une de ses victimes, là encore, il joue avec les nerfs des enquêteurs. En juin 2004, Yves Charpenel est procureur général de Reims. Il mène les fouilles au château du Sautou, à la recherche des corps d'Elisabeth Brichet et Jeanne-Marie Desrameaux. On y va avec des gros moyens que j'avais mobilisés pour qu'on ne se trompe pas, parce qu'il nous avait fait des plans extrêmement précis. Donc là, c'était pas flou, c'était à 1,50 m au droit du mur gauche du château. Et donc on y va tôt le matin, après une grande préparation, etc. Il est là, il y a 200 personnes, entre les gendarmes, les experts, les gens qui font les excavations. On creuse, là, il nous a dit rien. Je me tourne vers lui en disant « Monsieur Fourniret, vous nous aviez dit que c'était là ». Et avec un air d'une supériorité inouïe, il me dit « Vous devriez mieux chercher ». Un peu agacé qu'on soit pas très bon, quoi. Alors le procureur Najbar, qui était là aussi, lui dit « Mais où doit-on creuser? Vous devriez essayer à gauche ». Et là, on creuse et on voit arriver le pied et la chaussure de la petite fille. Donc vous voyez, c'est cette sorte d'arrogance paisible où il est le centre du monde. Que reste-t-il à exhumer? Quels secrets sont encore enfouis dans la tête du tueur? 9 jeunes filles, 9 victimes, et combien d'autres encore? Il sait très bien qu'il ne sortira plus jamais de prison, mais c'est une manière pour lui de manifester sa toute-puissance, de montrer qu'il est l'égal de Dieu, qu'il nargue les autorités. Il avouera sûrement un jour, peut-être d'autres victimes, mais c'est lui, et lui seul, qui choisira le moment où il va décider de parler ou non. Pour des pervers, l'idée de pouvoir se remémorer quelque chose qu'ils sont les seuls à connaître est une jouissance à défaut de pouvoir continuer à tuer. En situation de faiblesse. Vous savez, quand vous n'avez plus rien à dire, vous n'intéressez plus personne. Gardez le mystère, ça vous permet de conserver comme ça un levier sur les autres. Et donc, il est évident que Michel Fourniret, il garde toujours des biscuits, et puis il cultive aussi peut-être l'idée que dans sa mort, il emportera des secrets.
Bonjour Thibaut Malandrin. Bonjour Bénédicte. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand Document. Les téléspectateurs vous connaissent bien. On précise, donc vous êtes au service police-justice de TF1 et LCI. Et en fait, vous avez couvert la majeure partie de cette affaire. On va y revenir dans une seconde. Juste une question pour rebondir sur la fin du documentaire de Florian Lietzer. D'autres affaires en suspens, dit-il. Il y a d'autres affaires. On ne sait pas si Fourniret a d'autres victimes, notamment l'affaire Mouzin dont on a entendu parler. Qu'est-ce que ça donne? Alors on en a beaucoup entendu parler. Pour l'instant, c'est pas une piste qui est privilégiée par les enquêteurs, clairement. On va y revenir une petite seconde. C'est vrai qu'il y a un jour une anecdote qui est racontée à la fois par Michel Fourniret et Monique Olivier alors qu'ils sont séparés. Donc on a tout lieu de penser que c'est vrai. Le jour où il y a un reportage à la télévision sur Estelle Mouzin, Michel Fourniret se tourne vers Monique Olivier et lui dit « Celle-là au moins, ce n'est pas moi ». Ah oui. Voilà, ça c'était raconté par les deux séparément, donc effectivement on pense qu'il l'a dit. Et les éléments factuels ne correspondent pas. Il n'y a pas de traces d'ADN d'Estelle Mouzin dans la camionnette de Michel Fourniret, dans laquelle on a prélevé une trentaine d'ADN. Ça ne veut pas dire qu'il y a 30 victimes, il y a pu y avoir des ADN de contamination. Mais en tout cas, celui d'Estelle Mouzin n'a pas été retrouvé. Et surtout, il passe un coup de téléphone 1 heure après l'enlèvement d'Estelle, qui a été enlevée, je vous rappelle, à Guermantes en Seine-et-Marne. Il passe un coup de téléphone depuis les Ardennes. C'est le délai trop court, voilà, a priori, voilà. Mais il y a d'autres enquêtes. C'est vrai qu'il y a ce créneau entre le début des années 1990 et 2001 où il y a a priori aucune victime. C'est une période très longue qui interpelle beaucoup les enquêteurs. Quand on sait que sa grande phrase, c'était de dire « je vais chasser 2 vierges par an ». C'était sa phrase. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas pu y avoir de victimes pendant ce créneau-là? Ça semble surprenant, très surprenant. Une question, pourquoi est-ce qu'il parlerait? Il a écopé de la prison à vie, Michel Fourniret. Il n'a plus rien à perdre, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'il ferait ce cadeau? C'est pas... Pourquoi est-ce qu'il parlerait? Qu'est-ce qui pourrait le pousser à parler? Parce qu'il veut être au cœur de l'actualité. Il a besoin qu'on parle de lui. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a plus parlé d'un Nordal Lelandais, par exemple. Et il peut ressentir une forme de jalousie par rapport à ça. Il aime être au centre du jeu. Et donc si, là, va y avoir en novembre prochain le procès pour le meurtre de Farida Hamish, qui va s'ouvrir devant les assises des Yvelines, il va être de nouveau au cœur de l'actualité. Si pendant 3-4 ans, on va peut-être parler un petit peu moins de lui, pour se rappeler, si je puis dire, c'est terrible comme expression, mais au bon souvenir des Français et des enquêteurs, il va peut-être passer aux aveux et dire, écoutez, cette victime-là, vous m'aviez déjà interrogé, je vous ai dit que c'était pas moi, vous devriez davantage enquêter. Il fait jamais des aveux directs. Vous devriez peut-être chercher un peu plus de ce côté-là, vous auriez peut-être des informations. Vous dites ça, on l'a vu dans le documentaire, il y a un épisode qui est assez étonnant quand on arrive au château avec la pelleteuse pour essayer de creuser à l'endroit qu'il a indiqué aux enquêteurs. Vous êtes là, à ce moment-là, vous allez me raconter, parce que vous êtes jeune journaliste à ce moment-là, et vous êtes là pour TF1, et il dit... Vous devriez creuser 1,50 m plus à droite. Voilà, c'est ça. Il donne jamais des indications très directes, ou en tout cas jamais dans un premier temps. Il aime bien laisser les enquêteurs se débrouiller seuls, leur éventuellement indiquer une première fausse piste, et puis ensuite il recentre le débat et dit non, regardez bien, peut-être pas là, mais regardez plutôt de ce côté-là. Et ça, aussi bien au moment des fouilles que sur les enquêtes sur ces victimes, où il donne jamais d'informations directes, précises tout de suite. Mais on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est un joueur d'échecs, Michel Fourniret. Et ce qu'il aime, c'est avoir toujours un coup d'avance sur les enquêteurs. Il sera jamais sous la pression des enquêteurs. Si jamais il est dans cette situation-là, il sera mutique ou alors il donnera des fausses informations. À partir du moment où il continue à avoir le pouvoir, à avoir un temps d'avance sur les enquêteurs, il peut jouer, il prend du plaisir à ça, et donc il peut faire des révélations, mais par bribes. Alors, je précise qu'on va voir dans une seconde l'intégralité de cet entretien que vous avez réalisé avec Annie Bazard, avec le fils de Michel Fourniret. Donc vous allez pouvoir le voir dans une petite minute. Vous allez voir aussi ces lettres que vous avez échangées avec Michel Fourniret, puisque vous lui avez écrit, il vous a répondu. Mais d'abord, vous allez me raconter, les voilà ces lettres, voilà, on en voit une partie, il y en a beaucoup. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur cette histoire? Et je le disais tout à l'heure, vous êtes jeune journaliste, vous venez d'arriver à la rédaction de TF1. Oui, c'est important parce que c'est vrai que c'est une affaire qui m'a marqué, compte tenu peut-être de mon jeune âge, et parce que je me suis retrouvé sur cette affaire un tout petit peu par hasard, si je puis dire. C'est qu'on est un week-end, et donc il y a des fouilles qui vont être organisées au château du Sautou dans les Ardennes pour retrouver 2 corps sur les indications de Michel Fourniret, celui d'Elisabeth Brichet, jeune Belge qui a été assassinée, et celui de Jeanne-Marie Desrameaux. Et donc je me retrouve à assister à ces fouilles au château du Sautou. C'était assez marquant. Donc on l'a vu dans le documentaire. Il y a les journalistes qui sont vraiment parqués très à l'extérieur du parc pour évidemment laisser les enquêteurs travailler tranquillement. Et régulièrement, le procureur de la République, Yves Charpenel, et son homologue belge viennent rendre compte aux médias de ce qui se passe. Donc ça dure sur 2 jours. Le premier jour, le samedi, ils viennent régulièrement nous voir pour nous dire on n'a toujours pas retrouvé de corps. Vers 16h30, ils viennent nous voir. Nous venons de retrouver le corps d'Elisabeth Brichet. Et puis la nuit tombe, reprise des fouilles le lendemain. Et là, quand on arrive le lendemain, on constate que le périmètre de sécurité a été profondément élargi. Donc vous êtes plus loin. On est beaucoup plus loin. On nous a mis environ 400-500 mètres du premier jour. On ne comprend pas bien pourquoi.
Les fouilles reprennent, les procureurs reviennent une première fois nous dire on n'a toujours rien retrouvé, puis ils reviennent en début d'après-midi nous dire ça y est, nous venons de retrouver un deuxième corps, il s'agirait de celui de Jeanne-Marie Desrameaux, sur les précisions de Michel Fourniret, même si on l'a dit tout à l'heure, il a pris du temps avant de donner des informations précises. Et en fait, une fois que les fouilles étaient terminées, qu'ils avaient repris les corps et qu'ils avaient rebouché ce qui avait servi de sépulture à ces petites victimes, on s'est tous aperçus que nous, journalistes, l'endroit où on était le premier jour était précisément celui où avait été retrouvé le corps de Jeanne-Marie Desrameaux. Et c'est vrai que pour moi, mais comme pour d'autres journalistes, ça a été assez traumatisant de se dire que pendant une journée entière, on avait piétiné, on avait marché sur cette sépulture de cette petite. Et c'est vrai que pour moi, jeune journaliste, c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué. Et voilà, l'affaire de Michel Fourniret, 15 ans après, elle continue un petit peu à me hanter. Ouais. Et là, vous vous dites, vous me l'avez raconté quand on a discuté avant cette émission, vous me dites à partir de ce moment-là, je veux comprendre le mécanisme, voilà. Je veux comprendre ce qui se passe dans sa tête, et donc je décide de lui écrire. Exactement. Et c'est un peu une bouteille à la mer que vous jetez, parce qu'il est en prison, complètement. Il n'y a aucune raison. Et je pense qu'il ne me répondra pas, mais voilà, face à la violence de ce que j'ai vécu, je me dis, il faut que je comprenne ce qui peut se passer dans la tête d'un homme pour arriver à des extrémités pareilles, à une telle horreur. Et donc effectivement, j'ai envoyé une lettre, je me présente très simplement, une lettre courte, et au bout de 10 jours, je reçois une réponse. Je sais très bien que mon courrier est lu par le juge d'instruction et par l'administration pénitentiaire, que ces réponses sont lues par le juge d'instruction et par l'administration pénitentiaire. Et donc ça passe, et c'est comme ça qu'on échange. Voilà, j'ai apporté effectivement les lettres, environ une dizaine de lettres, avec son écriture très particulière, qu'on retrouve d'ailleurs dans la lettre qu'il a envoyée à Céline Fourniret. Ce sont de très longues lettres. Hein. Ah oui, généralement ça fait 4-5 pages. Ouais. Il écrit dans les marges. Et alors qu'est-ce qu'il vous raconte ? Je ne sais pas si on voit bien, on les a vus un peu à l'écran tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Vous apprenez des choses ou pas dans ces lettres ? Très franchement, non. Il n'y a pas de révélation. De toute façon, s'il me les avait faites à moi, il les aurait également faites aux enquêteurs et aux juges d'instruction, puisque tout est lu. Donc, en revanche, il me demande, et ce que je n'ai évidemment pas fait, de l'aider pour l'innocenter dans un certain nombre de dossiers dont il sait pertinemment qu'il est innocent. Alors il me demande de prendre rendez-vous avec un homme qu'il a vu, dont il pense qu'il pourrait être l'auteur d'une agression qu'on lui attribue à lui pour qu'il puisse l'innocenter. Il fait des demandes très bizarres. Très franchement, c'est pas clair du tout. Il me demande de lui envoyer de la documentation technique et physique parce que c'est sa passion. Hein, c'est un ancien dessinateur industriel et il a besoin d'avoir des informations sur la fabrication de machines industrielles. Et puis c'est du blabla. Alors, je vais vous lire un extrait d'une de ses lettres, par exemple, où il essaie, à travers mes 2 premières lettres, il essaie de me décrire physiquement. C'est un grand jeu, ça l'amuse. Ah, de vous décrire. Voilà. À l'époque, je ne me vois pas beaucoup sur les antennes de TF1 et LCI, donc il ne m'avait pas vu. Et il essaie de me décrire. Donc, il parle, par exemple, de mes lèvres. Voilà. Alors, arrondies en forme de tuyère, dont la proéminence est probablement attribuable à l'exercice de virulentes expectorations répulsives spontanées, désignées d'un certain jargon corporatif par l'expression craché dans la soupe, et dans une sémantique distinguée poétiquement fleurie, objet de débats animés dans les studios de France Culture, évoqués par les initiés sous les initiales SG, SB, SC, SI. Ne faites pas ces yeux ronds, la traduction arrive. Sonorité gloviatique spasmodico-baveuse sous contracture stomacale incoercible. Il se fait plaisir en fait. Voilà, il se fait beaucoup plaisir. Juste une toute petite question, quand vous recevez des lettres comme ça, vous prévenez évidemment votre rédaction en chef, la direction de TF1, comment ça se passe ? On décortique, on appelle la police, on leur montre Non, à partir du moment où il n'y a pas de révélation, de toute façon on sait très bien que c'est relu. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, il est en détention provisoire. Donc son courrier est encore plus lu qu'il ne l'est aujourd'hui où il est condamné, même s'il reste en préventif dans le dossier de Farida Amish. Mais à l'époque, il n'est qu'en détention provisoire, il n'est condamné pour aucun de ses crimes, donc son courrier est lu, archi-relu, et tout est connu des services de police et des juges d'instruction. Donc voilà, moi j'en parle à ma rédaction et puis bon, finalement ça a duré 6 mois et puis on a fini par arrêter cette correspondance. Alors, autre chose, puisque vous travaillez sur ce dossier depuis longtemps, cette semaine vous avez donc rencontré Selim. Selim, on en a parlé tout à l'heure avant le documentaire, c'est donc le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier, leur fils unique. Vous avez réalisé son interview avec Annie Bazar en exclu pour TF1 parce que, sauf erreur de ma part, il n'avait jamais parlé devant la caméra. Il avait juste fait une interview à VSD il y a 7 ans. Alors, on va regarder cette interview et puis on va en parler juste après. Je suis rentré de voyage scolaire, c'est ma mère qui est venue me chercher en voiture. Et quand on est rentré à la maison, il y avait toutes les voitures de police qui étaient devant la maison. Après, il y a des camionnettes de journalistes qui sont arrivées. On a déménagé et c'est à la télé que j'ai découvert toute l'histoire. Ma mère restait évasive quand j'ai posé des questions sur le sujet. Encore après ça, j'ai appris qu'elle et lui s'étaient servis de moi comme un pas. Même si je n'en ai aucun souvenir, c'est pesant. Des fois, j'arrive à oublier l'affaire, oublier qui je suis.
Et d'un coup, le nom de Fourniret ressort dans les médias. Comme il y aura forcément des autres affaires qui sortiront tôt ou tard, je sais que ça ne finira jamais. Même après son décès, il y aura peut-être des affaires qui sortiront. On découvrira que c'était peut-être lui, peut-être qu'on va me redemander encore une fois de répondre à des questions. J'aimerais que Michel et Monique avouent tout ce qu'ils ont fait. Pas les détails, mais qu'ils donnent au moins les noms, les emplacements, que les familles puissent faire leur deuil, puissent avoir des réponses. C'est pour ça que j'ai aidé Oli dans les livres. Non, j'étais réticent. Puis après, quand on est arrivé dans le parloir, la gardienne elle nous a demandé qui on venait voir. On a dit Michel Fourniret. Elle nous a dit il est là. Je ne l'avais pas reconnu. C'est un petit monsieur, un petit vieux. Un petit vieux, cheveux grisonnants, un petit peu courbé. Moi, je ne l'avais pas reconnu. Lui, il ne m'avait pas reconnu non plus. Il est très, très calculateur, très manipulateur. Je pense qu'il a encore des secrets. C'est son plaisir de dire qu'il garde le contrôle. Il garde le contrôle sur... c'est lui qui décide de ce qu'il fait. Non, j'en veux autant deux. Autant deux, parce que j'en voudrais même plus à Monique qu'à Michel, parce qu'il y avait une complicité entre elle et moi. Et du coup, voilà, oui. Après, lui et moi, nous n'avons jamais été proches. Je me demande souvent qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'avais eu des parents normaux. Elle sait beaucoup de choses, Michel sait tout. Si elle avait vraiment des sentiments, qu'elle parle. Et si elle se montre humaine, j'accepterais peut-être de m'ouvrir à elle. J'ai l'une de mes demi-sœurs qui a malheureusement franchi le cap. Moi, j'ai pas eu le courage de le faire. Du coup, c'est difficile de vivre avec. Une question rapidement, Thibault. On est face à un jeune homme qui a changé d'identité, évidemment. Qui connaît sa véritable histoire? C'est son premier cercle, c'est-à-dire qu'il a eu par exemple une petite amie pendant 4 ans avec qui il s'est séparé récemment. Elle était au courant. Ouais. Oli le sait. Je pense qu'il se compte sur les doigts d'une main, les personnes qui sont au courant de sa véritable identité. Non, aucun de ses employeurs. Au travail, personne ne le sait. C'est pour ça qu'il fallait vraiment préserver son anonymat. Évidemment. Prochaine étape en novembre, donc, pour l'affaire, j'ose dire, le meurtre de Johanna Parrish. De Farida Amish. Et là, on sera directement lié à l'affaire du gang des postiches. Voilà, donc on en reparlera. Et vous le suivrez pour nous, bien évidemment, et on suivra tout ça ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, Thibault, d'être venu sur le plateau du Grand Document. Cette émission est à présent terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine. On parlera du vol MH370, cet avion de la Malaysian Airlines qui a disparu sans laisser de traces. Chômage croissant.